cette culpabilité, elle me ronge en fait. Je pouvais plus la supporter et c'est là que je me suis dit, bah, c'est mort, je veux suivre mes valeurs. Je ne veux plus prendre l'avion. Traverser l'Europe et sûrement l'Asie par la suite pour arriver en Corée, toute seule, en tant que femme, à 20 ans. Dans la vidéo, il y a un de mes dessins, dans le décor du clip. Tous les Coréens connaissent ce groupe, c'est un des groupes les plus connus de la K-pop. Comme je peux clairement gagner un procès, je peux aller en Corée, trouver un avocat coréen et faire le procès et gagner beaucoup d'argent. En fait, j'étais partie d'une image plutôt négative de la Corée. J'étais un peu obsédée par c'est quoi la beauté en Corée. Ok, si je vais en Corée, qu'est-ce qui va se passer? Parce que mes valeurs, c'est ça, mes valeurs et les valeurs de la Corée sont tellement différentes. Bonjour à tous sur La Corée sans masque et aujourd'hui nous avons Fanny comme invitée. Je vais te demander de te présenter d'abord et de nous dire qu'est-ce qui t'a emmené en Corée. Ça marche. Alors déjà merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Fanny, j'ai 25 ans et ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis en Corée. Là en ce moment je fais mon master dans une université. Mais ça a commencé justement en 2020. Alors j'étais en France et je faisais mon Erasmus en Italie. Et en fait, c'était exactement juste avant que le Covid arrive. Et du coup, dans le campus, tout le monde est parti, tout le monde a annulé leur échange. Et il restait que des étudiants coréens et russes. Et du coup, je suis liée d'amitié à ces étudiants-là. Et sauf que les étudiants coréens ne parlaient pas vraiment anglais. Et moi, j'adore apprendre les langues. En fait, c'est mon hobby préféré. Et du coup, je me suis dit, ok, je suis un peu enfermée dans mon campus avec des Coréens, je vais commencer à apprendre le coréen, mais je ne me connais pas trop. Et je me dis, j'aime bien m'amuser en apprenant des langues. Et je me dis, pourquoi pas écouter de la musique coréenne. Et je ne m'y connaissais pas du tout. Mais je savais que ma sœur, à cette époque-là, c'était une grande fan de K-pop. Ok, d'accord. Du coup, voilà, je lui dis, ok, envoie-moi ta vidéo préférée. Elle m'envoie une vidéo. Et autre chose super importante à savoir, c'est qu'à cette époque-là, je faisais des dessins juste pour m'amuser et que j'ai mettais sur Internet. C'est bon à savoir. Et du coup, je regarde la vidéo et en fait, dans la vidéo, il y a un de mes dessins dans le décor du clip. Mais non. Je dis mais non. En sachant que c'est genre tous les Coréens connaissent ce groupe, c'est un des groupes les plus connus de la K-pop. Et surtout cette vidéo qui avait fait énormément de vues. Et j'étais trop contente parce que je suis vraiment la fille que personne connaît et pareil, j'ai aucun follower à cette époque-là sur les réseaux, donc j'ai en mode mais comment c'est possible? Donc en fait un dessin que tu avais dessiné et que tu avais posté. C'est ça, en fait c'était un sketch. À cette époque-là, je mettais un tout petit peu sur Instagram, mais aussi j'avais un blog et du coup je mettais pas mal sur Pinterest. Et en fait je savais pas, mais ce dessin-là sur Pinterest, il est devenu un peu viral. Ah c'est vrai. Et du coup c'est comme ça que. Et du coup je pense que la prod et comme c'était une scène un peu en mode activiste pour l'environnement, c'était un peu en mode écolo. Du coup, ils ont juste tapé des mots-clés dans Pinterest en mode, je sais pas moi, plastique, océan, machin. Et ils ont vu mon dessin et du coup, ils se sont dit, on va le redessiner pour faire dans le décor, tu vois. Ah bon. Voilà. Moi, j'étais trop honorée. Bah oui, parce que là, c'est... trop bien. Mais quand j'ai dit ça à ma sœur, qui est artiste, ma sœur, elle aussi, elle dessine depuis qu'elle est toute petite et elle s'est déjà fait voler des dessins et tout. Donc, elle m'a dit, non mais... Fanny, faut que tu fasses quelque chose, ça se fait pas, c'est du copyright. Du coup, on m'a mis en contact avec un avocat que j'ai appelé. Et l'avocat m'a dit, j'ai toutes les preuves pour montrer que c'était mon dessin, parce que j'avais gardé les brouillons que j'avais faits. Du coup, si je veux, comme je peux clairement gagner un procès, je peux aller en Corée, trouver un avocat coréen et faire le procès et gagner beaucoup d'argent. Du coup, moi je me dis, écoute... donc c'est parti de là en fait. Ouais, c'est ça. Après, il y avait aussi d'autres éléments. Là, c'était, on peut dire, l'élément le plus grand, mais il y avait aussi, justement, grâce à ces étudiants coréens que j'ai rencontrés là-bas, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la culture, j'ai passé du temps avec eux, du coup, j'étais intriguée. Et comme je savais que je voulais continuer vers un master, après, je me suis dit, peut-être que je peux faire 2 pierres d'un coup. Ouais, c'est ça, bah oui. Allez, le procès, le master et tout. J'apprends le coréen là-bas directement. Comme ça, je pourrais leur parler. Ok, d'accord. Et sauf que le truc, c'est qu'en fait, depuis que j'ai 18 ans, je me suis fait une promesse de ne plus prendre l'avion. Parce qu'en fait, je me sentais coupable. Enfin, à chaque fois que je prends l'avion, j'ai... Tu sais, les décalques... Enfin, comment dire
d'après les recherches, genre les 2 actions qui sont les plus polluantes qu'on puisse faire, c'est prendre la viande et aussi manger de la viande. Parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais l'industrie de la viande, c'est hyper polluant. Manger la viande et prendre l'avion. Ouais, c'est vraiment les 2 trucs. Si jamais tu veux vraiment faire une action pour l'environnement, c'est vraiment supprimer... C'est exactement. Si une personne veut juste faire quelque chose, juste faire ces 2 choses-là, franchement, ton empreinte carbone, elle est bien, quoi. Donc, c'est à 18 ans où tu as vraiment senti que c'était ne pas prendre l'avion et ne pas manger de viande qui pourrait vraiment avoir un gros impact sur l'environnement. Ouais. Mais est-ce que tu étais toujours un peu... est-ce que à la maison ou chez toi, ton environnement a fait que tu étais déjà un peu plus dans cette direction-là, plus penser à la nature ou c'est vraiment quelque chose, un événement ou quelque chose qui t'a fait vraiment... c'est une bonne question. Ouais. Alors, j'ai eu un déclic quand j'avais 16 ans. En fait, c'est à 16 ans que j'ai commencé un peu à me dire « Oula, ça va plus du tout ». Et en fait, je crois que le déclic, ça a été un garçon, un crush. Waouh, je ne m'attendais pas non plus là, celle-là. D'accord, ok, explique-nous. En fait, il y avait plusieurs influences. Il y avait une fille de ma classe que je trouvais absolument trop badass. En fait, elle m'inspirait trop parce que c'était un peu la fille... elle n'avait rien à faire de ce que les autres pensaient, elle faisait ses trucs. Et sur Facebook, elle avait posté une vidéo, c'était plus sur l'alimentation, nutrition. Et c'était une vidéo sur plus les dégâts du sucre. Et moi, en fait, j'ai toujours été très sensible au sucre dans le sens où quand je commence à manger un gâteau, je peux plus m'arrêter. Et j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. Et en fait, grâce à sa vidéo qu'elle a postée sur Facebook, j'ai commencé à avoir un déclic par rapport à ma nutrition et du coup à vraiment me plonger dans ce domaine-là. Et du coup, c'est là où j'ai commencé aussi à me rapprocher plus du végétarianisme, mais vraiment d'un côté nutrition et pas du tout du côté environnement ou animal. D'accord, plus pour la santé, pour toi. Voilà, exactement. Okay. Et du coup, petit à petit, c'est en continuant dans cette avancée, c'est comme ça, en regardant des documentaires, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était aussi lié justement le fait de ne pas manger de viande. C'était lié à l'environnement et aussi du coup je me suis rendu compte de l'impact envers les animaux et je suis très empathique. Ouais. Ça se dit, je sais pas. Ouais, t'as beaucoup d'empathie en général. Et du coup en fait quand j'ai vu vraiment des vidéos de ce qui se passait vraiment dans l'industrie animale et abattoir, ça m'a voilà. Et du coup en fait j'avais cette base du véganisme et il se trouve que le fils de la meilleure amie de ma mère est aussi végane. Et en fait, il est acteur, parce qu'en fait, toute sa famille, ce sont des acteurs en France et tout. Okay. Ma mère aussi est actrice. Donc c'est pour ça, en fait, je connais pas mal dans ce domaine-là. Ouais. Wow. Et en fait, il est acteur, mais il est aussi activiste pour l'environnement. Alors à cette époque-là, on n'avait que 16 ans. Et en fait, il avait déjà fait des trucs de fou. Genre, il avait créé sa propre association pour l'environnement. Il avait contacté des réalisateurs super connus pour faire des documentaires. Et en fait, il était tellement entreprenant. Ouais. Il donnait tout ce qu'il pouvait pour justement que le monde sache à quel point le monde va mal et qu'il faut qu'on agisse maintenant. Ouais. En fait, du coup, même sur ses réseaux sociaux, il partageait plein de vidéos. C'est ça, quoi. Et en fait, c'est ça. Du coup, il y a eu un moment où nos 2 familles se sont rencontrées, on a fait un déjeuner ensemble. Et c'est quand j'ai entendu tout ce qu'il faisait. Et du coup, forcément, j'avais un crush sur lui parce qu'il m'a inspiré de malade. et voilà. Déjà que toi, tu étais un peu dans cette lancée-là, mais là, tu rencontres quelqu'un qui est à fond dedans. Exactement. C'est trop beau à voir dans le sens où déjà tu es jeune, à 16 ans honnêtement, il y a peu de personnes qui sont aussi investies pour la terre, pour autre chose que pour tes propres intérêts, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, c'était lui le déclic, c'est que j'étais vraiment, on va dire, aveuglée dans le fait où je voyais que ça du sens la santé et la nutrition, mais j'avais pas du tout vu l'impact environnemental et je savais même pas que c'était un problème. Oui, je n'étais pas consciente à ce niveau-là. Et c'est grâce justement à cette rencontre-là. Et du coup, j'ai eu cette réalisation et je dis en mode, mais je dois faire quelque chose, je ne peux pas ne rien faire, tu vois. Ouais, je pense toujours reconnaissante, vraiment. Ça restait un bon ami. Pour l'anecdote, j'ai quand même tenté mon coup. Mais je me suis bien fait friendsonner. Mais je suis contente. Non, je suis très contente d'avoir. Je pense qu'en tant qu'ami, on est très bien. Et, oui. Et son influence restera toujours parce que même en ce moment, je suis toujours à fond dedans et c'est toujours un truc où. En fait, c'est ça. En fait, je me sens déjà tellement heureuse dans ma vie que maintenant, je veux concentrer toute mon énergie sur la planète et sur on ne s'en rend pas compte, mais il faut absolument qu'on change nos habitudes, même nos gouvernements maintenant, parce que là, on fonce trop dans le mur. Enfin, à mes 18 ans, j'avais eu mon dernier voyage en avion. Et c'est après, en fait, quand c'était pour... Ah oui, j'ai travaillé en tant que volontaire en Islande. Du coup, pour y aller, j'avais pris l'avion. Et en fait, dans l'avion,
j'étais pas bien, mais mentalement, parce qu'en fait, je savais de l'impact que j'avais, et j'étais en mode, mais cette culpabilité, elle me ronge, en fait, je pouvais plus la supporter, et c'est là que je me suis dit, bah, c'est mort, je veux suivre mes valeurs, je ne veux plus prendre l'avion. Aussi longtemps qu'il pourra. Mais voilà. C'est hyper courageux, parce qu'en fait, de nos jours, tu vois, l'avion, enfin, tout le monde le prend... Vraiment rien que pour une distance de d'une centaine de kilomètres, tu vois. Même en Europe, tout le monde prend l'avion pour économiser du temps et de l'argent aussi, parce qu'au final, l'avion, ça revient pas tellement cher pour ce que c'est. Oui, des fois, c'est même moins cher que justement prendre le train, le bus. Donc, j'ai déjà choisi de faire une licence à distance, avant le Covid, parce que je voulais justement cette liberté de essayer de faire des projets sur le côté et avoir plus de temps pour moi, pour peut-être lancer une entreprise ou voilà, pour me faire de l'argent moi-même. Ok. Et du coup, en fait, c'est là où j'ai réalisé à quel point c'était une très bonne idée, parce que du coup, je pouvais être n'importe où. Comme ma licence était à distance, ça veut dire que je peux vraiment c'est ça, quoi. aller où je vais. Ouais. Attends, mais du coup, quand tu étais en Italie, oui. Là, c'était pour un Erasmus. Oui, c'est ça. Donc, c'était dans le cadre de ta licence en ligne. Ça peut rendre confus parce que ma licence est en ligne, mais j'avais l'opportunité... quand même En fait, j'avais les mêmes opportunités que les personnes en présentiel. Ah, d'accord, ok. Et tu as décidé de faire ça en Italie, c'est ça? C'est ça, parce qu'en fait, je rêvais, j'avais jamais vécu à l'étranger. Et du coup, moi, on me propose Erasmus, en plus, t'as une bourse, t'as de l'argent. Bon, moi, j'y vais. C'est ça, quoi. C'est ça. Ouais. Après l'Italie, j'avais déjà cette idée dans ma tête, mais il y avait aussi ma licence que je devais terminer. Du coup, ma logique, c'était, je vais essayer de me rapprocher petit à petit de la Corée. Du coup, j'ai demandé à refaire un autre Erasmus, et cette fois en Russie. Comme ça, je me suis dit, du coup, je serai un peu sur le chemin, tu vois. Je me suis inscrite à Saint-Pétersbourg, en Russie. Et du coup, je commence à y aller, mais du coup, pas en avion. J'y vais en bus, en train. Enfin, j'avais un pass, un pass Europe de train, je sais plus comment ça s'appelle. Interrail, ouais. Ouais, ok. Et voilà, du coup, je commence Allemagne, Pologne, les pays baltiques. Lettonie. Et j'arrive en Estonie. Et là, en fait, frontière fermée. Parce que mon idée, c'était de traverser la frontière entre l'Estonie et la Russie. Et en fait, c'était encore à cause du Covid, c'était fermé. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais attendre. J'ai trouvé un boulot dans une auberge de jeunesse. Comme ça, on me donne un lit gratuit où je peux rester. Et en même temps, je travaille à côté et je fais mes études. Et j'attends 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Et au bout de 6 mois, la frontière, elle est toujours fermée, tu vois. Oh my God. Et du coup, c'est là où je me suis dit, la Russie, ça marche pas. La frontière, elle est fermée. Heureusement, les cours étaient en ligne. Du coup, j'ai quand même pu étudier. Et c'est là où vient l'idée d'aller... en Suède, parce que j'ai vu qu'il y avait un bateau qui reliait l'Estonie, la Finlande, Suède. Et je me suis dit, écoute, je suis libre, je peux étudier en ligne, je peux me trouver du travail en ligne. Let's go, je suis allée en Suède. Attends, petite parenthèse. Alors, moi, je ne rencontre pas souvent de personnes qui ont vraiment le courage je sais pas, 20 et quelques, t'étais jeune à ce moment-là encore, à 20 ans, de quitter son pays, de faire un voyage en sac à dos, traverser l'Europe et sûrement l'Asie par la suite pour arriver en Corée, toute seule, en tant que femme, à 20 ans. Oui. T'as pas eu peur? Enfin, tu t'es pas posé des questions avant de partir? Je pense que justement, je me suis pas posé de questions. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de partir, parce que je pense que sinon ça m'aurait trop paralysée, tu sais. Oui, après peut-être il y a aussi le fait que tu étais peut-être jeune, du coup tu te rendais peut-être pas compte des difficultés, peut-être des risques de voyager. Mais bon, après, l'Europe, ça reste, assez safe en général, mais quand même, quoi. Enfin, moi, je sais pas si à 20 ans, j'aurais eu l'idée de voyager toute seule en tant que femme. Enfin, parce que l'autre jour, il y a Stéphane, vous avez peut-être vu le podcast, mais ils étaient trois frères, 3 hommes. Après, voilà, la problématique d'être une femme aussi, elle est toujours là, et c'est quand même plus dangereux, disons. Mais non, tu n'as pas eu trop d'inquiétude. Et tes parents, par exemple, ils n'ont pas eu trop de... Alors là, ou ton entourage, tu vois, c'est... beaucoup. D'accord, ok. Tu sais que même en ce moment, en fait, mes parents, ils m'ont toujours dit, on veut tous les matins, tous les jours, que tu nous envoies un message pour dire que tu es en vie. Et du coup, même là, en ce moment, tous les matins, je me réveille, je leur dis, je suis en vie. Je suis en vie, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Tous les jours, j'envoie ça, ouais. Donc, mais sinon, en fait, je pense que j'étais un peu éblouie par mon rêve. En fait, depuis que je suis toute petite, j'avais juste un rêve, un peu fou. Mais en fait, c'était d'aller dans un pays, vivre, apprendre la langue. Et une fois que j'ai appris la langue, je pars dans un autre pays
je vis, j'apprends, je pars. Et en fait, je voulais apprendre toutes les langues du monde et avoir vécu dans tous les pays du monde et vraiment me sentir connectée avec tout. Ouais, vraiment, dès ta jeunesse, en fait, tu as vraiment ça en toi. Tu veux vraiment aller découvrir, à la découverte du monde. Ah ouais, ça m'a t'imprégner de chaque culture. Ouais. Wow. Et est-ce que tu avais un continent en particulier ou c'était vraiment le monde entier qui t'intéressait? C'était... Alors, l'Asie m'avait beaucoup parlé au début, mais en fait, c'était plus, je rencontrais des gens. En fait, à chaque fois, je rencontrais une personne qui avait une nationalité un peu différente ou sur laquelle je connaissais rien. C'est ça qui me... Voilà. T'intriguait. Exactement. Par exemple, je pense que si je n'avais pas rencontré ces Coréens-là en Italie, je ne sais pas si j'aurais eu un peu cette intrigue. C'est ça, d'accord. Et pareil, quand j'ai vécu en Estonie, du coup, j'ai passé beaucoup de temps avec des groupes internationaux. Et c'est là où j'ai rencontré des Géorgiens pour la première fois. Et je ne connaissais rien de ce pays. Et justement, dès que je les ai rencontrés, j'étais en mode je veux aller en Géorgie. En fait, dès que je rencontre des personnes comme ça, je veux les connaître. Ça te donne envie d'aller découvrir. Exactement. En fait, j'ai tellement envie de comprendre dans quelles conditions ils ont vécu, quelle est leur culture, leur façon de penser, leurs différences. Et du coup, voilà. Ouais, ça m'a... Suède, en fait, ça a été... Suède, je suis restée 6 mois pour mon dernier semestre des études. Et j'ai rencontré d'ailleurs Greta Thunberg. Je sais pas si tu vois. Oui, la suédoise activiste, là. Ouais, parce qu'en fait, on faisait nos manifs ensemble pour l'environnement. Et du coup, en fait, on n'était pas beaucoup, on était une dizaine. Du coup, souvent, après les manifs, on allait manger ensemble et on discutait, donc c'était super intéressant. Et du coup, voilà, c'était la fin de mes études, donc j'étais libre et c'était le moment justement de commencer mon aventure vers la Corée. Et sauf que le Covid, il était toujours là. Ouais, donc ça a pas mal... chambouler, on va dire, les plans, mais d'un bon côté. Donc, on va dire que d'abord, avant de partir de l'Europe, je voulais vraiment avoir vu le plus possible. Du coup, en fait, j'ai fait un détour par les pays du sud de l'Europe. Donc, en fait, tous les pays dont je ne connaissais absolument rien. Macédoine du Nord, l'Albanie, Monténégro. Donc, voilà, j'ai fait tous les pays du sud, la Grèce. Et Grèce, Bulgarie, Roumanie. Et en fait... Le truc, c'est que je m'étais mis la pression aussi. Je pense que mes parents, ils voulaient être rassurés. Ils m'ont dit, Fanny, essaie d'aller en Corée rapidement, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai tout enchaîné. Genre vraiment, je restais 1, 2, 3 jours dans un pays. Je bougeais non-stop. Ok. Tu passais pas du temps pour voyager ou quoi? C'était vraiment, tu traversais les pays pour te déplacer, quoi. Ouais. Mais en fait, c'était absurde parce que je faisais un détour justement pour les voir. Et d'un autre côté, je rushais, tu vois. Et du coup, j'arrive en Roumanie et je me dirige vers l'Ukraine. Et je commence à me dire, mais en fait, Fanny, tu fais quoi là? Enfin, ok, tu te dépêches parce que tes parents te l'ont dit, mais les gens, tu vois, voilà. Ouais. Et en fait, c'est quand je suis arrivée en Ukraine que j'ai commencé vraiment à ralentir. Genre, je restais vraiment 1 ou 2 semaines dans une ville. Et faut savoir que j'utilise Couchsurfing. Est-ce que tu connais Couchsurfing? Ouais, j'ai entendu parler. Donc, une application qui met en contact des hébergeurs, des personnes qui sont prêtes à accueillir des étrangers qui sont à dormir chez eux. Et du coup, il n'y a pas de contrepartie, c'est vraiment juste bénévolat. Enfin, c'est bénévolement, tu accueilles des gens chez toi pour dormir. Ouais, c'est ça. Et toi, si jamais tu voyages, tu peux utiliser l'app pour pouvoir héberger, te faire héberger chez quelqu'un de cette manière-là. Ok, donc c'est comme ça en fait que tu as utilisé ce moyen-là durant tout ton parcours de voyage quasiment le plus possible. Okay. Vraiment, quand je n'avais pas trouvé de personne pour m'héberger, du coup j'allais dans des petits dortoirs auberges de jeunesse, vraiment le moins cher que je pouvais. Mais vraiment presque toutes mes meilleures expériences de voyage, ça a été grâce à Couchsurfing. Parce que les gens en fait, on dit que c'est gratuit, mais en fait je pense qu'il y a un peu implicitement les personnes qui t'hébergent, ils attendent aussi que tu discutes avec eux, que tu partages des moments, que tu... c'est un échange, tu vois. T'es pas juste là, c'est pas comme ça un Airbnb où t'es là à juste dormir et puis quitter le lendemain, quoi. Il y a vraiment une connexion avec les propriétaires, les gens qui sont là et... Du coup, j'imagine que ça a créé un cadre beaucoup plus convivial aussi. Les gens ont une autre mentalité, tu vois, quand ils... Exactement, ils sont vraiment ouverts, et ils sont là pour partager leur expérience. Et c'est vrai que mon expérience sur Couchsurfing en Ukraine, elle m'a particulièrement marquée parce que c'était vraiment des gens... Dès le début, j'ai eu vraiment une connexion. Par exemple, dans la capitale Kiev, j'étais hébergée par une famille. Vraiment, je me sentais un de leurs, tu vois. Et après, dans une autre ville, Odessa, c'était vraiment des groupes d'amis de mon âge. On avait tous le même âge et on était 5 et on se faisait des road trips et tout. Et c'était vraiment des expériences inoubliables. Et voilà, du coup, Couchsurfing. Tu recommandes à fond? Je recommande. C'est vrai. Ouais. Et du coup, après l'Ukraine, j'ai pris un bateau de l'Ukraine à la Géorgie. Et c'est quand je suis arrivée en Géorgie que... Bon, d'abord, je visitais un peu et j'attends que les frontières ouvrent.
Et comme l'Estonie, j'attends. Et après 6 mois, c'est toujours bloqué. Ok. Ouais. Et du coup, c'est pendant cette période-là que sur Facebook, j'ai découvert justement parmi les voyageurs les 3 frères, donc les frères Philippe. C'est pour ça que je vous recommande d'aller voir l'interview de Stéphane. Encore une fois, c'est ça. nous faisons la promotion pour mon podcast avec Stéphane, mais aussi la chaîne Direct From Friends to Korea. Parce que c'est marrant que notre voyage se soit fait en même temps, tu vois. Et du coup, ouais, à la même période en fait, c'est ça. Hein. Et du coup, on était bloqués en Géorgie en même temps. Et en Géorgie, je pense que l'expérience phare, c'est que du coup, pour essayer de, comme je suis bloquée et que j'ai besoin un peu d'argent, j'ai trouvé un travail dans un café. Et en fait, c'est fou, mais tout ce voyage-là, c'est vraiment, tu te rends compte de la puissance des connexions. Parce que parmi les réguliers, enfin les clients qui viennent régulièrement dans le café, comme c'est un tout petit café et que je suis la seule à y travailler, du coup, en fait, je deviens très vite amie avec les clients. Et, mais amie vraiment au point où, par exemple, pendant que j'étais en Géorgie, le jour de mon anniversaire, en plus, il y a la guerre qui a explosé entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'était un peu un choc parce que du coup, parmi mon groupe d'amis ukrainiens avec qui j'avais passé beaucoup de temps, du coup, ils étaient plusieurs à devoir aller à l'armée. Et du coup, il y a beaucoup de Ukrainiens qui viennent en Géorgie pour fuir, mais aussi des Russes qui sont contre la guerre et qui veulent pas, ils sont pas pour, donc ils sortent et ils vont en Géorgie. Et en fait, il y a eu tellement une masse de personnes, d'immigrés qui sont arrivés, que tous les prix, ils ont explosé. Parce que du coup, eux, ils viennent, mais ils ont aussi de l'argent. Donc, et comme la Géorgie, c'est très petit, et du coup, ils sont prêts à payer des grandes sommes pour juste un logement, une chambre. Et du coup, l'appartement que j'avais, la petite chambre que j'avais louée... Oh non, le prix a augmenté. Il a doublé. Et moi, je ne pouvais pas payer le double de ça, c'était impossible. Et du coup, en fait, c'est un peu du jour au lendemain. Il y a la proprio qui m'écrit, désolée, mais si tu peux pas payer le double, c'est fini, quoi, va-t'en. Et du coup, en fait, c'est grâce justement aux clients de mon café. Que tu avais rencontré, Ouais, ils m'ont dit mais t'inquiète, viens chez nous, on peut t'héberger. Et en fait, c'est comme ça que j'ai vécu avec eux pendant plusieurs semaines. Et je me dis, mais c'est fou à quel point, la gentillesse des gens. Ouais, et les Géorgiens, ils sont hyper. Ah, par contre, eux, ils étaient russes, mais. Ah, d'accord, ok. Oui, les Géorgiens, c'est aussi super sympa. Et en fait, tout ça pour dire que grâce, par exemple, à une de ces personnes, de ces clients, enfin, une des personnes que j'ai rencontrées, elle m'a mis en contact avec d'autres personnes qui m'a hébergée aussi dans d'autres pays. Et en fait, petit à petit, c'est un peu l'effet papillon. C'est une petite rencontre qui, en fait, ça chamboule tout. Ouais, c'est ça. Exactement. Et c'est pour ça, en fait, la Russie, même l'Iran, non, je crois que c'est surtout la Russie. Je suis pas allée dans un seul hôtel. Enfin, pas hostel, mais... Enfin, de base, moi, je vais pas dans des hôtels, je vais plutôt dans des auberges de jeunesse. Mais j'ai pas payé une seule fois pour un logement parce que, en fait, même en y étant restée plus d'1 mois et demi, un truc comme ça, et dans beaucoup de villes, grâce aux connexions des gens, et en fait, j'ai toujours été hébergée alors que j'avais rien demandé. En fait, c'était les gens qui mettaient en contact. En gros, pour finir un peu ce chapitre-là, donc comme la Géorgie n'avait pas réouvert, du coup, j'avais envie de bouger un peu. Du coup, je suis passée en Iran, j'y suis restée 2 mois. Puis après, pendant l'Iran, la Russie a réouvert. Du coup, c'était un peu galère, mais j'ai réussi à avoir un passeport. En fait, pour aller en Russie, il faut un visa, mais le visa ne peut être fait qu'en France. Du coup, en fait, j'ai dû envoyer mon passeport à la poste pour qu'il le fasse en France et après qu'il me le renvoie. C'est risqué ça quand même. Et c'est très risqué. Ça veut dire que pendant 2 semaines, j'étais sans papier. Et du coup, si je me faisais arrêter par la police iranienne, c'était fichu. Tu es restée bien calmement chez toi. Non, ça va, j'ai eu beaucoup de chance. Et voilà, et du coup, après, je suis revenue, je suis passée en Russie, j'ai pris le transsibérien, mais je me suis arrêtée en Asie centrale. Et moi, j'accélère, mais en gros, j'ai fait Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan. Je suis revenue en Russie et je suis allée jusqu'à la côte Est, où j'ai pris le bateau depuis Vladivostok vers la Corée. Et voilà. En fait, on est arrivé en Corée via la Russie. Ouais, c'est ça, vers la Russie. En bateau. En bateau. Du coup, tout ce voyage-là, ça a pris... Parce que bon, on sait que les 3 frères, ça a pris 3 ans. Ouais, moi je crois que ça a pris un peu moins. Alors ça dépend. Si on part depuis la Suède, du coup ça veut dire que j'avais déjà fini mes études. Ouais. Je crois que ça a dû prendre 1 an et demi. Un an et demi, d'accord. Ok. Mais je pense qu'en vérité, si je m'arrêtais pas et si j'avais pas pris mon temps, je pense que ça se fait en 3, 4, 5 mois. S'il n'y avait pas aussi
le Covid, les frontières les frontières fermées, d'accord. Ok. Après, vite, hein. Je pense pas que ce soit le but de quelqu'un de traverser tout ça sans en profiter. mode Là, on sait que par exemple les trois frères, ils ont bien profité ils sont restés longtemps dans quelques pays parce qu'ils appréciaient ça. Ils filmaient un documentaire aussi, donc tu vois. En général, qu'est-ce que tu en retiens même si c'est très compliqué de résumer ça en quelques mots clés, mais est-ce que tu penses à quelque chose que tu as envie de partager peut-être aux gens qui n'auront peut-être pas l'occasion, qui n'ont pas fait ce voyage-là? Il y a vraiment eu des moments qui m'ont choquée par la générosité des gens. Il y a un exemple qui me touche à chaque fois, c'était quand je suis arrivée en Iran. En fait, j'avais très envie de visiter un petit village dans la campagne iranienne, vraiment au milieu de nulle part, où en fait il y avait des anciennes communautés de Géorgiens, d'Arméniens et de Turcs qui vivaient ensemble, et vraiment mais qui n'avaient jamais quitté l'Iran. Enfin bref, c'était très intéressant et je voulais les voir là. Et du coup, en fait, j'arrive en Iran et je rencontre un Iranien qui était en vacances et il me demande c'est quoi tes plans pour l'Iran, et je lui dis il y a ce village qui m'intéresse, mais c'est très loin, blablabla. Il me fait mais je pourrais t'emmener si tu veux. Et en fait, on s'est recontacté plusieurs jours plus tard et il a fait 7 heures de route. En fait, il était à Téhéran, il est venu pour moi et après il m'a re-emmené là-bas. Il a fait 7 heures de route juste pour m'emmener dans ce village-là. Et une fois qu'on est dans ce village, moi je suis en mode ok, mais je suis dans le village, mais je fais quoi? Je connais personne. Et en fait, on a toqué aux portes et les gens du village nous ouvrent et vraiment ils nous accueillent comme si j'étais leur fille, tu vois. Et ils étaient en mode viens. Ils nous donnent du thé, des sucreries et tout, et on discute, on se fait des câlins. Mais ça mais fait d'où quoi? Ça n'arriverait pas dans une ville, je pense, en France ou ici en Corée. Hein. C'est pas ce genre de... Et c'est fou. Et le truc, c'est qu'en fait, on a recommencé. On a fait ça dans le village géorgien, puis j'ai recommencé dans le village arménien, recommencé dans le village turc. Et en fait, à chaque fois, c'était la même réaction. À chaque fois, c'était en mode je te connais pas, mais t'es bienvenue, viens, assis-toi, je vais te faire du thé. Et à chaque fois, alors que je connaissais personne. Et on parle, en fait, ils prennent leur temps. Et c'est ça qui est fou, c'est que je suis très introverte. Et du coup, j'adore passer du temps seule. Et j'ai toujours plein de projets, de trucs que j'aime faire. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'est dur pour moi de donner de mon temps. Et alors que eux, en fait, c'est vraiment... du coup, ça m'a touchée à quel point eux, ils étaient prêts à stopper ce qu'ils faisaient juste pour être avec nous. C'est ça, quoi. Ouais. Et bon, la personne, justement, cet Iranien qui a fait cette heure de route juste pour me montrer le village que je voulais voir. En fait, vraiment, il s'attendait à rien d'autre que juste donner service. Oui, exactement. Tu vois, te faire plaisir et te rendre service. Et ça m'a fait réaliser à quel point, en fait, la définition de la gentillesse, en fait, elle était beaucoup plus large que ce que je pensais. Moi, ça m'aurait... J'ai un peu honte de dire ça maintenant, mais je sais pas, je rencontre quelqu'un qui me dit « Oh, je veux voir ce village-là, mais il est à 7 heures de route ». Ça m'aurait jamais venu à l'esprit de me dire je vais l'accompagner. C'est ça. En fait, je pense que c'est ce voyage-là qui m'a permis de prendre du recul sur c'est quoi la vie, qu'est-ce qui se passe, et même pour comme tu as dit, je pense que les personnes qui n'ont pas forcément les moyens ou l'envie de juste aller dans notre pays, et je pense qu'il n'y a pas besoin, parce que c'est vraiment moi c'était plus par rapport à me comprendre moi-même et tous les biais que j'avais. Il y a tellement de beauté, tous les jours il se passe des trucs mais on s'en rend pas compte. Et c'est vrai que voyager, ça aide de prendre du recul et de se dire ah ouais, c'est vrai que ce moment-là c'était beau. Mais en fait, même dans notre vie quotidienne, il y a ces moments-là mais on s'en rend plus compte parce qu'on prend pas le temps justement d'apprécier ou de voir. Ça. On est trop dans notre tête. C'est ça. Disons qu'on n'ouvre pas les yeux, on n'observe pas autour de nous et on est peut-être un peu dans notre bulle, quoi. Ouais, exactement. Et même, du coup, comme je disais, je suis très introverte et j'adore passer du temps seule. Mais au final, quand je repense à tous les meilleurs moments que j'ai passés de ma vie entière, ça a toujours été des moments de connexion, où j'étais avec justement des personnes et cet échange puissant. Personnes qui ont fait des choses qui vraiment, tu sens cette chaleur, cet amour. Et je me dis, en fait, ça me force un peu à me dire, ok, t'es bien dans ta bulle, mais regarde le monde, quoi. Regarde les gens et... J'imagine que ça t'a donné envie aussi de rendre un peu cette gentillesse ou d'exprimer, d'être toi-même un peu vraiment dans cette mentalité-là, état d'esprit. Il n'y a pas besoin d'aller loin, hein. Je pense qu'on peut vraiment vivre des aventures incroyables près de chez nous, en fait. C'est ça, Je suis sûre que les Coréens aussi sont une population peut-être pas assez haute, peut-être ils sont un peu plus busy, ils ont moins le temps de peut-être t'accompagner sur un chemin, voilà. Mais je suis sûre que dans la campagne, les Coréens, ils sont aussi hyper gentils et hyper au service de l'autre. Et ils aiment beaucoup aussi partager avec les autres. Donc, je ne sais pas si tu as vécu ça ici en Corée, mais
tu pourras peut-être nous dire un peu après Oui, par rapport à la ton Corée, expérience en Corée. Donc. Et maintenant, je pense qu'il est temps d'aborder le thème donc, de sa vie en Corée. Est-ce que tu t'étais dit que tu voulais rester ici pendant si longtemps ou est-ce que tu comptais juste rester ici pendant quelques mois et rentrer en France ou ailleurs? Ouais. Alors, j'étais pas sûre à quel point j'allais rester ici. Parce que, en fait, j'ai découvert que j'avais une espèce de, pattern, un motif. Quand je vais dans un nouveau pays, en général, après 6 mois, j'ai une envie de changement. C'est trop familier et en fait, j'ai l'impression que quand je suis dans un environnement qui m'est trop familier, c'est plus assez stimulant. Et du coup, je pensais que j'allais avoir le même problème en Corée. Du coup, je pensais déjà que après 6 mois en Corée, j'allais bouger dans un autre pays. Et en fait, non. Et ça m'a choquée. En fait, la Corée, je pensais pas que j'allais autant m'y sentir bien. Et du coup, en fait, mon idée, c'était juste de commencer par, comme Stéphane, une école de langue pour apprendre le coréen. Et pour après me décider si oui, que je reste ici et je fais mon master en coréen ou est-ce que je fais autre part. Et du coup, pendant un an et demi, je crois que j'ai fait justement j'ai appris le coréen en mode intensif. Pendant ce temps-là, du coup, j'ai pu faire le procès contre le groupe de K-pop. Wow, mais il s'est fait en fait. Il s'est fait. Ça a été plus facile que ce que je pensais. Parce qu'en fait, avant même de faire le procès, par lettre, on a eu des échanges avec l'agence. On a eu des échanges par lettre officielle avec nos avocats et en fait, on a réussi à faire un deal. Pour ça. En mode, vous me passez cet argent-là et on est OK, tu vois. D'accord, ils ont accepté. Ok, donc ça n'a pas fait une grande histoire, ça s'est arrangé assez... OK. Et après, un autre point où j'étais très chanceuse, c'est qu'en fait, durant mon voyage, j'ai rencontré d'autres voyageurs coréens. Et notamment en Iran, j'ai croisé un autre voyageur qui était déjà de retour en Corée quand je suis arrivée. Et en fait, c'est grâce à lui, grâce à son aide, il m'a vraiment aidé à un peu comprendre comment ça fonctionne ici. Il m'a aidé à trouver un logement. Ça c'est bien ça. C'est ça, tout ce qui est taxes et tout, machin. Du coup, en fait, j'ai eu beaucoup de chance de me sentir aidée, guidée. Parce qu'au début, tu parlais forcément pas le coréen. Ah ouais, j'ai parlé rien. C'est un peu compliqué quand même d'arriver en Corée, d'essayer de s'acclimater, de trouver un logement sans parler zéro coréen. Direct, j'arrive à Séoul et c'était du coup fin novembre, début décembre et il commençait à faire très froid. Et dans la rue, en fait, le premier truc qui m'a choquée, c'était que tout le monde avait ce long manteau noir National Geographic. Mais tout le monde. On appelle ça long padding en coréen. C'est ça, long padding. En gros, c'est un long, c'est une longue doudoune quoi, en fait, qui va de la tête, le capuchon jusqu'aux chevilles quoi, quasiment. Mais en fait, c'était pas le long padding qui m'a choquée, c'est le fait que tout le monde avait ce même noir avec le logo National Geographic. Ah, c'est vrai. Et en fait, c'était justement, je crois que c'est le premier gros décalage que j'ai eu, c'était justement en Corée, c'est bien vu justement de faire un peu comme tout le monde dans le sens vestimentaire. Enfin justement, c'est cet esprit de cohésion, de groupe, d'appartenance. Alors qu'en France, jamais c'est clairement c'est genre ah non mais jamais de la vie, moi je porte la même vêtement que lui, tu vois. Chacun son style, chacun sa personnalité. Exactement. Et du coup, ça a été un gros choc dès le début, en mode ah oui, c'est très et en fait, homogène. Donc, dans tous les pays où tu as traversé, tu n'as pas vu ce côté-là où tout le monde est uniforme, un peu plus conforme. Non. Franchement, la Corée, c'était mon premier choc à ce niveau-là. Ah ouais, d'accord. Donc, vraiment, tout le monde, disons, s'habille ou même se comporte d'une manière assez similaire. D'accord. Même que ce soit en Chine ou au Japon, j'avais jamais vu ça, pour être honnête. Et un autre truc aussi qui m'a marqué dès le début quand je suis arrivée, c'était les miroirs. Même dans les stations de métro, dans les toilettes, il y a certaines stations qui ont un espace que pour des miroirs. Chez moi, la station à côté de chez moi, il y a vraiment un espace où c'est genre, t'as juste des sièges et t'as les toilettes du métro, c'est vraiment où t'as que des miroirs. Et après, t'as un autre espace, le lavabo, où tu peux laver les mains. C'est ça. C'est des espaces séparés. Un côté, ça m'avait un peu choquée parce que même dans le transport en commun, dans la rue, en fait, tout le monde j'ai l'impression constamment, je veux pas faire de généralité, mais ça m'a surprise de voir à quel point beaucoup de personnes étaient constamment en train de se refixer comme ça, de se regarder. C'est vrai. Et vous verrez souvent en Corée, en tout cas en Corée, souvent quand tu vas même dans des cafés ou dans des restaurants, souvent les filles, après avoir mangé, elles sortent leur petit clapet de cushion, quoi, de maquillage, et puis elles corrigent leur maquillage après chaque repas, quoi. Ça, c'est un peu une habitude que pas tout le monde le fait, mais c'est vrai que c'est peut-être quelque chose que tu vois pas dans d'autres pays. Oui, ouais. Et on est très, conscient de l'apparence. De l'apparence, Et du coup, c'était un vrai choc. Et même pour moi, je me rappelle, mais les toutes premières semaines, en fait, j'étais un peu obsédée par
c'est quoi la beauté en Corée? Parce qu'en fait, il y avait une part de moi qui avait peur de pas, être considérée en mode moche. Oui. Parce que c'est tellement strict ici. Et je dis, mais oula, comment je m'adapter par rapport à ça? Surtout que moi, j'avais ma dégaine encore de, tu sais, voyageuse, un peu. C'est ça, en mode, j'en ai rien à faire de style. Enfin, c'était vraiment en fait, je ressemblais à rien. C'est vrai qu'en Corée, t'arrives. Ah ouais. La pression, enfin, pas la pression, ça dépend comment tu le vis. Maintenant, je pense que tu vois un peu quels sont les idéaux de beauté en Corée. Comment est-ce que tu vis ça au quotidien? Est-ce que tu sens aussi un peu une pression sur toi, inconsciemment, vu qu'à force de vivre et de côtoyer des gens et... Ouais, c'est un bon sujet parce que justement, quand j'étais en Italie et que j'ai rencontré les Coréens pour la première fois, quand j'avais commencé à me renseigner un peu sur la Corée, en fait, j'étais partie d'une image plutôt négative de la Corée. Dans le sens où j'avais déjà entendu à quel point, tu sais, cette obsession pour la beauté, mais aussi qui va jusqu'à la chirurgie esthétique qui est normalisée. Et moi, cette époque-là, j'étais vraiment en mode à fond, tout ce qui est naturel et tout. Bah oui. Donc, et puis, je m'acceptais très bien, sans rien, sans maquillage. Et en fait, aussi, il y avait une part de moi, mes parents m'avaient toujours éduquée avec cette idée de arrête de prendre en compte l'opinion des autres. Enfin, fais ce qui te fait envie et tu t'en fiches des autres. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte, mais d'un côté, c'est vrai. Mais d'un autre côté, en fait, l'opinion des autres est aussi importante dans le sens où, en fait, j'avais trop pris leurs conseils au pied de la lettre et je m'habillais vraiment de façon... je suis confortable, mais je m'en fiche du style, tu vois. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça avait impacté mes interactions sociales. Et on peut dire tout ce qu'on veut, mais la première impression, elle compte énormément. Et du coup, le style compte énormément, aussi tout comment tu prends soin de toi, ouais, en général. Et ça, je n'avais rien à faire, tu vois. Je vis ma vie, je suis heureuse, voilà. Et j'étais passée à côté de ça. Et du coup, en fait, quand j'avais réalisé ça, puis après l'obsession pour la beauté de la Corée, En fait, du coup, tu as réalisé ça quand tu es arrivée en Corée? Ah, attends, Ou alors tu l'as réalisé un peu plus tôt en côtoyant les Coréens en Italie? Donc, c'était un peu en même temps en Italie. D'accord. Donc, j'ai commencé à... Et du coup, en fait, ça m'a un peu... j'ai essayé d'être plus ouverte d'esprit par rapport à ces valeurs différentes coréennes et à essayer de voir les choses différemment. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, ce que je connaissais de la Corée, ce que je voyais à travers les yeux très français, c'était une espèce d'obsession maladive ou même narcissique. C'est peut-être intense de dire comme ça, mais c'est vrai qu'on a l'impression, surtout en France, tu vois, quand on voit des gens tout le temps en train de se regarder dans le miroir, directement, ok, narcissique. Ouais. Du coup, j'avais un peu associé ça à la Corée. Et justement au mal-être de soi. Et du coup, en fait, c'est cette dynamique qui m'intéressait par rapport à la Corée. C'était plus par rapport à moi. À essayer de savoir, ok, si je vais en Corée, qu'est-ce qui va se passer? Parce que mes valeurs, c'est ça, mes valeurs et les valeurs de la Corée sont tellement différentes. Est-ce que je vais me laisser influencer? Ou au contraire, est-ce que je vais rester moi-même? Et du coup, comment ça va se passer avec les gens que je rencontre? Et en fait, c'est ça qui m'avait excitée, qui m'avait vraiment... j'étais super enthousiaste à l'idée. Au niveau des valeurs, de tout ce qui est genre l'apparence, tout ça, t'étais tellement opposée à ça que tu voulais vraiment te confronter à la réalité sur place pour voir comment toi, est-ce que tu vis la chose. Exactement. Et alors, ça s'est passé comment? C'est super intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de processus qui s'est mis en place, mais totalement inconscient. Enfin, j'ai jamais conscientisé, ok, c'est comme ça que ça se passe, là je sens que je suis différente. Non, j'ai jamais pris ça en compte. Mais en fait, c'est petit à petit, je me dis, ah tiens, aujourd'hui, je me suis maquillée. Ah, parce qu'il faut savoir qu'avant d'aller en Corée, je ne me maquillais pas du tout. Je mettais rien. Okay. Et j'ai commencé à... Alors, quand je dis maquiller, c'est vraiment très, très minimaliste. C'est vraiment juste... Un peu de mascara. Ouais, c'est ça, couleur et c'est tout, quoi. C'est tout. Ça reste le maquillage basique. C'est ça. En plus, il faut savoir qu'en France, quand j'étais à fond sur tout ce qui est nutrition, la santé, j'avais passé beaucoup de temps à lire et à faire des recherches sur tout ce qui est les produits de beauté. Quand tu vois ce qu'il y a dedans, littéralement... Le mascara, c'est du pétrole. Tu mets du pétrole sur tes yeux, là. C'est horrible ce qu'ils mettent dans les trucs de beauté. Et du coup, j'avais pris beaucoup de distance par rapport à ça. Et j'ai essayé de confronter, pas confronter, mais essayer de comprendre un peu plus, ok, mais c'est quoi cette idée de beauté en Corée? Et j'ai une amie coréenne qui m'a dit, mais Fanny, tu sais, pour nous, c'est une marque de respect. Quand tu te fais belle ou beau pour les autres, c'est juste montrer que tu es respectueux pour, on va dire, l'œil de l'autre, tu vois. J'avais oublié ça. Mais c'est vrai. J'avais pensé à ça. Ça m'a fait waouh. C'est une marque de respect des gens. Parce que tu te présentes, tu fais un effort sur comment toi tu te présentes. Exactement. Et du coup, parce que c'est aux yeux des autres, t'es plus agréable à voir ou t'es plus présentable, quoi.
Bah, je sais pas si c'est dans quel sens je dois le prendre, mais ouais, je crois que en fait, ça m'a influencée. La Corée a pris le dessus par rapport à moi, dans le sens où, alors, ça m'a jamais détaché de cette valeur que j'ai de vraiment avoir mon propre style, et enfin, de faire ce que je voulais. Mais j'ai senti que j'étais beaucoup plus consciente par rapport à, ok, comment je m'habille aujourd'hui, ok, par exemple, si je vais à Gangnam ou à Hongdae, je m'habille différemment, enfin, tous ces genres de trucs. Ou même, oui, comme je disais, le maquillage, ou ouais, je pense que oui, ça m'a influencée, ou même vouloir être plus présentable ou me sentir confortable par rapport aux autres. Donc, mais au final, est-ce que c'est une part de plaisir aussi? Parce qu'il y a, tu vois, des personnes qui aiment bien, tu vois, un peu se faire belle pour certaines occasions, tout ça. Est-ce que toi, tu le prends comme une obligation ou tu y prends plaisir maintenant, en fait, à prendre soin de toi? Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais tu vois, à changer de style parfois ou à te maquiller de temps en temps. Comment est-ce que tu le vis? C'est une bonne question parce que, par exemple, si on parle de la beauté au niveau du style, de manière générale, en fait, moi, je déteste le shopping. Et enfin, de toute façon, depuis que j'ai 16 ans, du coup, j'avais toujours boycotté les fast fashion et les grandes marques. Du coup, en fait, j'achète que quand j'ai besoin, quand c'est urgent, et toujours de seconde main. Et là, ça n'a pas changé. Enfin, je déteste toujours autant acheter même de seconde main, même s'il y a plein de boutiques vintage en Corée en ce moment. J'aime toujours pas. Mais par contre, quand je sens que le style que je porte est, comment dire, il est beau visuellement, oui, je prends du plaisir. Et là, je me dis, ah oui, c'est vrai que bah, ça peut marcher même pour des meetings, pour des rencontres. Je sais que ça peut changer les choses, tu vois, de se présenter un tout petit peu plus. Et pour les opportunités, enfin, j'en suis consciente. Et du coup, c'est vrai que je prends de l'effort. Et quand je vois le résultat, je me dis, bon, moi, ça va. Mais en fait, c'était plus, j'avais peur par rapport à moi parce que j'ai mis énormément de temps. C'est un peu absurde de dire ça, mais j'ai pris énormément de temps à assumer et aimer le fait que mes cils étaient roux. Je dis été parce que là, j'ai eu du mascara. Ouais. Et en fait, parce que quand j'étais petite, en fait, je mettais tout le temps du mascara parce que comme ils étaient roux, du coup, on dirait que j'avais pas de cils, du coup c'était un peu bizarre. Et en fait, c'est en voyageant quand j'étais en Estonie, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu mets du mascara? Tes cils roux, ils sont magnifiques. Et en fait, c'était depuis que j'étais en Estonie jusqu'à que j'arrive en Corée. Et j'ai plus jamais mis de mascara. Ouais. C'est la remarque qui t'a fait que ton complexe il a disparu. Exactement. Et en fait, je me trouvais magnifique sans rien, tu vois. Et du coup, c'est là maintenant que je commence petit à petit à remettre un peu de par-ci par-là. Je me dis mince, mais en fait, c'est plus par rapport à moi. J'espère que ça va pas trop impacter. Et en fait, au final, je me dis mais non, parce que je me trouve toujours belle sans mascara, sans rien. Donc, je pense qu'au final, tu sais, il y a des gens qui disent que si tu vas en Corée, inconsciemment, tu vas te beautify, je sais pas comment dire, tu vas te rendre un peu plus coquette, tu vois. Ouais. Et en soi, je pense que ça a été le cas pour moi et que c'est plutôt une bonne chose. Parce que, comme j'ai dit au début, même si on s'en fiche de ce que les autres pensent, bah, au final, il y a quand même cette espèce de société auquel on ne peut pas se défaire qui est important. Et, c'est vrai qu'il ne faut juste pas tomber dans l'extrême. Je pense que la Corée, c'est peut-être trop dans l'extrême. Les filles qui se refont le visage avec la chirurgie. Parce que je pense que c'est vraiment pour cacher un mal-être profond. Ça, c'est vraiment maladif et c'est triste à voir. Mais si c'est juste, tu vois, à l'échelle de se maquiller de temps en temps ou de s'habiller dans un style qu'on aime bien, ça je pense que justement c'est bien et tant mieux que la Corée justement t'ait fait changer dans ce domaine-là et pas à l'extrême.